Plus précisément dans le Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Shop Africa Union. Mais quand tu es biloko ya congolais. Olingi ne kola yo asalisa yo te. Pona kolia na yo moko ba bondela yo. Mpona nzoto na yo bako ya elei. Poko ba bondela yo. Balobi bio Africa Union. Et toi tu as na ba chinois. Sinon kolia pa ya chinois kolia ni. Mokombe kola yo teka. Baloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Yo mama mbayo. Kuna monkanja izali. Balobi nzomo yali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje izali. Zakomba kangane kwe mpoto ya mbise. Balobi nyama ya botu ya mokombo to izaga ne. Kala ngando ndenga lali na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na peti. Po mama mande. Ya solo. Po ba to comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kone ya dino. Kolia na apeti. Nous vous présentons Ngai Ngai la finesse. Ngai Ngai la finesse est un savoureux mélange de la feuille d'oseille et des différents ingrédients puisés d'une recette secrète d'une famille africaine. Vous pouvez déguster cette sauce délicieuse avec une variété de plats de votre choix. Avec les journées chargées d'occupations qui ne nous permettent pas d'être toujours à la cuisine pour une longue durée, Ngai Ngai la finesse est la meilleure option. Délicieux, rapide et voilà, vous êtes servi en quelques minutes. Ngai Ngai la finesse apporte la joie dans nos familles. Hello. Lupi na biba ila biloko olia. Ba ina ka biloko États-Unis. Oni ko koma boina bo Chinese. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino. Atindeli bino. Mama Samira. Ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon bouche. Wow. C'est mon bouche. Bana États-Unis. Kolia bio e komi lolingi na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila chez Mama Samira. Ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluko komona te. Na ndenga babete pona kozwa biloko ya détail yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. Adresse il y a entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Face à Face un nouveau numéro sur des questions d'abord de droits de l'homme, des libertés individuelles, mais surtout sur la vie même de la République. Je reçois aujourd'hui un digne fils de ce pays, Maître Jean-Claude Katembe, avec qui nous allons discuter sur l'actualité, sur la levée des immunités de Matata Mpognon, sur je veux dire, la véracité d'une véritable justice et sur toutes les questions d'actualité. Maître Jean-Claude, comment allez-vous? Je vais très bien. Alors, merci pour l'invitation. Heureux de vous recevoir encore une fois. C'est un plaisir. Alors, ça sera souvent comme ça, il faut le dire. Je vous inviterai de temps en temps pour parler des questions d'État. Au moins, vous n'êtes pas politicien, donc vous n'aurez pas du mal à répondre. Non, je ne suis pas politicien, oui, comme vous l'avez dit. Et je n'ai un penchant pour personne. Alors, à part mon penchant pour la République. Très bien. Il y a une actualité, cette date du 6 nous rappelle beaucoup de choses. La date du 6 rappelle plein de souvenirs, entre autres la mort de Daniel Botetti
Il y a donc réouverture du dossier au parquet militaire. Alors, la question, c'est de savoir pourquoi avoir attendu si longtemps ce jeune homme à fleur d'âge qui a été lâchement abattu et après le silence radio. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi? Je pense qu'il faut inscrire cette question dans le contexte général du régime Kabila. Et dans ce contexte-là, les droits de l'homme et la justice n'étaient pas la préoccupation. La justice était utilisée principalement comme une machine pour protéger le pouvoir que pour servir les citoyens. Une machine donc de répression pour les opposants et de protection pour le pouvoir. Exactement. Et pour eux, ils ne pensaient pas en termes de répression, ils pensaient en termes de protection de leur pouvoir. Et ce n'est pas le seul procès qui n'a pas connu une issue rapide et heureuse. Vous avez des dossiers, par exemple, de Armand Tongulu. Rossi Chimanga. Vous avez Rossi Chimanga, vous avez Floribert Chebeya. En fait, c'était une justice qui servait le pouvoir que de servir les citoyens. Aujourd'hui, le contexte est différent. Vous voyez que même en termes de revendications, tout le monde revendique. Parce que tout le monde sait qu'il n'y aura pas une répression du genre de celle qu'on avait connue sous le président Kabila. Et à l'époque du président Kabila, la revendication était réservée à quelques individus, à quelques leaders des partis politiques, de la société civile, des journalistes. Mais aujourd'hui, c'est tout le monde qui peut écrire, c'est tout le monde qui peut parler, ce qui est une bonne chose. Et dans ce contexte-là, je pense que les parties prenantes au procès Botetti se disent qu'on peut profiter des circonstances actuelles pour faire avancer les dossiers, d'autant plus que le pouvoir n'a plus intérêt à bloquer cette affaire. Est-ce que on met ça dans l'actif de la nouvelle administration ou vous pensez que c'est encore remuer la plaie, le couteau dans la plaie? Non, je pense que tant qu'il y aura des victimes, tant qu'il y aura des familles, du côté particulièrement de M. Botetti, qui attendent de connaître la vérité et que les véritables commanditaires de ce crime, parce que moi j'appelle ça un crime. Odieux! Oui, j'appelle ça un crime. Tant qu'il y aura des victimes, des personnes qui se sentent préjudiciées, je pense que même 20 ans après, le dossier va être réouvert. Est-ce que ça n'offusque pas, ça ne dérange pas la stabilité? Parce que de l'autre côté, on se dit, certaines choses, vaut mieux ne pas en parler parce que ça dérange la sensibilité. Et même la stabilité. Le problème de notre pays, c'est que nous n'avons jamais eu le courage d'aborder notre passé avec responsabilité, comme cela a été fait lors de la conférence nationale souveraine. Vous savez que le passé était abordé avec beaucoup de responsabilités, les choses ont été dites, mais les résolutions n'étaient pas mises en œuvre. Donc, moi j'estime personnellement qu'on ne peut pas envisager la stabilité sans la justice. La justice participe à la stabilité. Et pas de justice sans réparation. Oui, il n'y a pas de justice sans réparation. Mais aussi, il faut dire que pour l'intérêt de mémoire, il faut quand même qu'on retrace ce crime pour que ceux qui l'ont commis, même si plus tard ils peuvent être pardonnés, graciés, se disent quand même que nous avons été indexés par... et que ce mal-là soit finalement sanctionné, condamné, ça soulage la victime. Parce que tant que les criminels ne sont pas condamnés, ta vie est en danger. La mienne aussi, celle des autres Congolais. Donc, ça veut dire que par mon travail, si mon travail gêne X ou gêne Y, il peut commanditer des gens qui doivent venir pour supprimer la vie. Si nous avons souscrit à la République veut dire un débat. Et ce débat doit être un débat républicain. Débat sans haine, débat sans esprit de vengeance. Et en fait, nous devons être une société totalement ouverte. Mais ce que nous voyons ici chez nous, c'est qu'à un moment donné, dans les débats, on inclut toujours des individus. Ce qui fait que ça fausse les débats et notre société n'avance pas. Parce que si je prends position contre les idées de M. Christian,
directement, les gens vont dire que je suis contre la personne. Non, nous sommes dans une démocratie et il faut permettre aux gens de s'exprimer, de donner leur position. Et ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que j'estime personnellement que le rôle que vous jouez en donnant la parole aux uns et aux autres, vous ne le ressentez pas vous-même, mais vous participez à la construction de cette démocratie dont on a besoin. Et surtout, quand vous donnez la possibilité à toutes les sensibilités de s'exprimer, c'est un travail extrêmement, je dis bien, c'est un travail extrêmement important pour la construction de notre jeune démocratie. Alors aujourd'hui, prenons les cas de ceux qui ont commis des crimes, je veux dire des crimes de sang, mais il y a aussi des crimes économiques assez importants qui ont été commis dans ce pays. Est-ce que s'il faut finalement ouvrir tous les dossiers, même la prison n'aura pas assez de place pour accueillir tout le monde? Non, je pense que c'est dans cette idée que nous encourageons le gouvernement, je pense que le gouvernement l'a inscrit aussi dans son agenda, de la justice transitionnelle. La justice transitionnelle ne concerne pas seulement les crimes de sang, ça concerne aussi les crimes économiques. Oui, même les crimes culturels aussi, il y en a tellement beaucoup. Hein. Oui, qui sont d'ailleurs condamnés par notre Constitution. Maintenant, c'est une question de se dire, si nous voulons reconstruire la République, il faut que la justice soit incluse. Il ne faut pas qu'on exclue la justice. Parce que la tendance que nous avons chez nous, c'est de dire, c'est déjà les passés, on continue. Mais on continue, on se rend compte sur le parcours qu'on n'avance pas. Donc, pour moi, on peut résoudre cette question de plusieurs manières. La première manière, c'est de mettre en place cette justice transitionnelle. Et la justice transitionnelle va permettre à ce que nous puissions savoir qui a fait quoi et qu'est-ce qu'on doit faire de la personne. Il y a des choses certainement sur lesquelles on peut passer l'éponge. Il y a des choses certainement sur lesquelles on peut dire, bon, vous avez beaucoup volé, prenez le courage de restituer vous-même une partie de ce que vous avez volé à la République pour que la République avance. Il y a d'autres choses, nous allons tout simplement demander que par rapport à tel crime, que les gens soient poursuivis. Mais considérer que la justice n'est pas importante dans la restauration de la nation, dans la restauration des êtres humains, je pense que c'est faire une fausse route. Vous allez vous rappeler qu'à l'époque, nous demandions que Bosco Ntaganda soit arrêté. Mais la réponse du gouvernement était que pour la paix, il fallait qu'on les laisse. Mais on s'est rendu compte après que ça n'a pas payé. Mais ça ne peut pas payer parce que lorsque vous pardonnez, disons, aussi lâchement un criminel, ben vous encouragez les potentiels criminels. Ils vont faire la même chose et puis eux aussi vont espérer un pardon et la société n'évolue pas. Exactement. À un moment donné, il faut qu'on marque l'arrêt pour dire que ça ne doit plus se faire dans ce pays. Nous avons énormément de dossiers. Vous savez qu'il y a eu dans ce pays des femmes qui ont été enterrées vivantes. Oui. Et les bébés. Oui. Vivantes. Des bébés pilés dans des mortiers. Oui. Donc, ces gens ne peuvent pas continuer à vivre comme si rien n'était. Il faut qu'à un moment donné, qu'on se mette autour d'une table, qu'on discute de ces questions. Et vous savez que chaque fois qu'on a mis en place la commission Vérité et Réconciliation, elle a toujours été torpillée par les mêmes personnes pour qu'elle ne fonctionne. Oui, parce qu'elles sont juges et parties en même temps. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut absolument faire les choses autrement. Et nous avons une belle opportunité aujourd'hui que nous avons le président Félix Tshisekedi qui n'est pas inscrit, en fait, qui n'est pas inscrit dans toute cette histoire des crimes commis en République démocratique du Congo. Donc, il est dans une bonne position pour non seulement favoriser la mise en place de la justice transitionnelle, mais aussi pour favoriser la réconciliation entre les Congolais. D'autant plus que lui-même n'est pas partie prenante dans cette affaire. Exactement. Il n'a été ni impliqué dans les crimes économiques, ni dans les crimes de sang. Donc, il n'a aucun intérêt de protéger ces criminels. Exactement. Oui. Et je pense que si l'idée qu'il a, la vision qu'il a, comme il l'a dit lui-même à Jeune Afrique, qu'il a une vision pour le Congo, je pense que cette vision ne doit pas exclure la justice. La justice doit pouvoir fonctionner. Mais ce que nous exigeons de la justice, si elle a aujourd'hui un terrain propice à ce qu'elle exerce ses prérogatives, nous voulons qu'elle soit totalement indépendante.
Nous voulons qu'elle ne montre pas des signes de positions partisanes. Nous voulons que toutes les personnes qui sont mises en cause, quels que soient les faits qu'elles ont commis, ces personnes soient protégées, puissent bénéficier des garanties constitutionnelles. Parce que vous savez que la justice a fonctionné sous le président Kabila d'une manière qui n'était pas conforme aux lois de la République. Et aujourd'hui, ceux qui ont exercé des responsabilités dans ce contexte-là sont aujourd'hui interpellés par la justice, ce qui est normal. Mais c'est ce qui pouvait se faire même sous le régime du président Kabila. Ça fait qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, ces personnes exercent en fait leur droit, leur devoir de redevabilité. Mais il ne faut pas que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui oublient que demain, ça sera leur tour. Que demain, ça sera leur tour. Oui. Et donc, ils doivent pouvoir gérer de manière non seulement transparente, mais avec beaucoup de responsabilités, parce que la gestion qu'ils font aujourd'hui sera aussi examinée, soit après ce mandat du président Tshisekedi, soit après le deuxième mandat. Même après le troisième, si, disons pas le troisième mandat, même après le troisième, le cinquième président, sixième président, les choses arriveront toujours. Exactement, parce qu'il y aura toujours des victimes. Oui, toujours il y aura toujours des gens qui vont continuer à réclamer jusqu'à ce qu'on puisse satisfaire. C'est pour ça que je pense personnellement qu'aujourd'hui, des hommes comme Matata, des hommes comme d'autres de l'ancien régime qui sont interpellés, c'est de leur faute. Parce que sous le président Kabila, ils n'ont pas favorisé la construction d'un État démocratique. Aujourd'hui, ça se retourne contre eux. Exactement. Et il n'y a que l'État totalement démocratique qui puisse protéger tout le monde. Protéger ceux qui sont au pouvoir, protéger ceux qui sont dans l'opposition, protéger ceux qui perdront le pouvoir demain, ainsi de suite. Donc nous avons tout intérêt, et surtout moi et vous, nous avons tout intérêt à faire régulièrement pression pour que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui gèlent le pouvoir en tant que mandataire, pas en tant que propriétaire, parce que le propriétaire du pouvoir en République démocratique du Congo, c'est le peuple. Alors, mais il y a une grande question sur la justice. Je voudrais vraiment qu'on réfléchisse là, sur cette question. Nous connaissons tous, et vous, vous êtes avocat, et ce qui est avantageux dans ça, c'est que, je le disais, et quelqu'un m'a fait même rire en me disant que ceux qui connaissent les magistrats véreux, c'est les avocats. Donc les avocats connaissent mieux qui est corrupteur et qui est corrompu dans l'appareil judiciaire, je veux dire la magistrature. Aujourd'hui que vous avez, encore une fois, un avocat qui est devenu juge de la Cour constitutionnelle et donc président du Conseil supérieur de la magistrature, si j'ai bien dit. Est-ce que vous allez continuer, espérer à avoir une justice transitionnelle, une justice correcte, basée sur l'équité, basée sur l'éthique, basée sur la responsabilité, avec des véreux magistrats qui se font payer par des avocats, dont les cabinets payent certains juges toutes les fins du mois. Est-ce que vous allez continuer à créer une justice véritablement fondamentale avec des magistrats qui sont devenus riches, qui ont des maisons à 7 niveaux, 15 niveaux, alors qu'on connaît bien leur salaire? Alors, comment vous allez faire? Est-ce qu'il faut changer? Il faut chasser les autres magistrats, exorciser l'appareil de justice, parce que c'est ce qui va exorciser à son tour l'État. Comment vous pensez le faire? D'abord, il est important de retenir que tous les magistrats et tous les juges ne sont pas mauvais. Oui, il y en a qui sont bien en tout cas. Et il y en a qui sont bien. Et ils sont nombreux. Le problème, c'est que nous avons vécu la période de la promotion des médiocres. Ce n'est pas seulement en politique, mais aussi dans l'appareil judiciaire. Voyez-vous? Et il y a eu des magistrats comme des juges qui n'ont pas respecté le parcours normal, mais qui ont été promus à des responsabilités importantes, tout simplement à cause de la coterie, à cause ou peut-être pour récompenser la témérité. C'est des gens qui fermaient les yeux pour... Oui, qui pouvaient tout faire. Donc, qui étaient en fait des instruments utilisés pour la répression. Exact. Maintenant, comme je l'ai dit toujours, quand on a besoin de bonnes personnes, on les trouve. Et on sait où les trouver. Oui, et on sait où les trouver. Oui. Mais dans la plupart des cas, les bons juges, les bons magistrats,
ceux qui sont au pouvoir ne les aiment pas. Parce qu'ils gênent. Oui, c'est des gens comme vous, par exemple, on ne va pas vous corrompre, vous allez refuser d'être corrompu. Non, mais, alors, mais moi, ils ne peuvent même pas penser à moi. Ça, c'est clair. Et moi-même, je le sais. Ils ne peuvent pas. Ouais. Mais ils vont vous dire, est-ce que dans la société civile, il y a des gens sérieux? Mais vous ne pouvez pas concevoir toute la société civile sans gens sérieux. Non, il y en a. Mais seulement, on ne veut pas les prendre. Parce qu'ils sont difficiles à manipuler. Ainsi de suite. Donc, je disais que les magistrats, il y en a qui sont bons. Et même eux, les politiciens les connaissent. Mais ces bons magistrats qui sont indépendants, qui sont incorruptibles, sont souvent des magistrats qui ne sont pas manipulables. Oui. On souhaite mettre des gens qui sont manipulables pour pouvoir servir les régimes, pour pouvoir servir le pouvoir. Alors donc, on fait la promotion des faibles, on crée en eux une certaine redevabilité, et le pouvoir public, le pouvoir politique peut jouer à tout moment et transformer les magistrats comme des caches-sexes du pouvoir. Exactement. Mais aussi, ça engendre un conflit entre les magistrats. Ceux qui sont arrivés à des postes de responsabilité sans mériter, ils vont chercher à brimer. Oui, bien sûr. Ceux qui sont intelligents, ceux qui sont intègres, à les marginaliser. Je peux vous dire qu'il y a des juges qui n'ont pas de dossiers. Oui. On ne leur confie pas des dossiers. Mais pour quelle raison? Mais parce qu'ils sont faciles, on ne les manipulera pas. Donc, vous voyez, et ça crée l'antagonisme. Oui. Donc, je pense personnellement qu'aujourd'hui, avec le concours de tout le monde, parce que la justice ne peut pas être construite seulement par le président de la République. Non, pas du tout. La justice devient bonne, devient correcte et indépendante avec l'effort de tout le monde. C'est pour ça que j'ai toujours interpellé notre peuple en disant que même les mauvaises décisions là sont rendues au nom du peuple congolais. Oui. Même les décisions iniques sont rendues à notre nom. Mais est-ce que nous les acceptons? Est-ce que nous suivons ce que la justice fait? Le président de la République a dit clairement que notre justice est corrompue. Et avec pareille justice, on ne peut pas faire avancer notre pays, on ne peut pas rendre justice. Mais il lui revient, lui, en tant que président de la République... Magistrat suprême. Oui, c'est lui qui nomme. Et c'est lui encore qui a le pouvoir de les révoquer. Donc, il ne doit pas se plaindre comme nous, les citoyens. Il doit pouvoir parler avec les conseils supérieurs de la magistrature, discuter sincèrement de la question et prendre des mesures qui s'imposent. Mais il y a quelqu'un là-bas, maître Jean-Claude. Il y a le juge Kalouba, qui de surcroît est professeur. Donc, il vit dans un environnement où on sait tous que ces gens-là, il y en a. Maître Jean-Claude, vous êtes au courant qu'il y a certaines entreprises qui donnent du lait, qui donnent des billets, qui font des faveurs aux juges toutes les fins du mois. Et tout le monde le sait. Ils disent même, on est un magistrat tel, on est un magistrat tel. Et le magistrat appelle même quand il y a un petit retard. Il appelle le concessionnaire ou je sais pas moi, l'opérateur. Il dit, mais Boni, sans elle, qui est et c'est comme ça, tout le monde le sait. Alors si moi, un journaliste, je suis au courant de ça, à combien plus forte raison les services de sécurité? Oui, c'est pour ça que je dis, personne ne veut prendre ses responsabilités. Celui qui est au courant de quelque chose doit pouvoir le dire. Parce que nous ne pouvons pas guérir la République sans la participation de tout le monde. S'il y a un corrompu, c'est qu'il y a un corrupteur. Bien sûr. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est une question qui concerne tout le monde. On ne doit pas regarder seulement à notre justice comme elle était mauvaise en tout, mais il y a des bons, et des bons qui sont connus des autorités et politiques et judiciaires, mais qu'on ne veut pas promouvoir. Est-ce que ce n'est pas la loi de l'omerta finalement? La loi du silence, on se tait, on ne dit rien, de toute façon ça nous profite tous, parce que le magistrat ne sont pas seuls à bénéficier de cela. Il y a des politiciens qui bénéficient. Mais Maître Jean-Claude, est-ce que vous savez qu'il y a des politiciens qui n'achètent pas les billets d'avion? On leur donne gratuitement. Alors qu'au Botswana, par exemple, vous ne pouvez pas avoir un cadeau de plus de $5. C'est interdit, c'est formellement considéré comme une corruption. Aux États-Unis, on ne peut pas offrir à un policier un pot de vin ou, je sais pas moi, un repas. C'est considéré comme l'infraction. Mais chez nous, on fait des cadeaux à ciel ouvert, des jeeps. Où vous voyez un concessionnaire venir, il offre à l'autorité une jeep. Quand on regarde le montant, c'est près de 70 000 balles. Alors à un moment donné, on se dit, mais on est où? Non, mais vous avez parfaitement raison. Mais vous savez que notre pays était tombé très bas. Oui.
on ne peut pas tout faire à la fois. Il faut commencer quelque part. Ouais. Et moi, je dis, quelque part, comme le président de la République s'est plaint au sujet de la justice, il faut qu'un travail commence. Et ce travail doit principalement consister à identifier des bons juges, des bons magistrats et commencer à les promouvoir. En même temps aussi, on peut instituer un prix où on organise un prix et tous les acteurs judiciaires choisissent des magistrats que tout le monde connaît comme incorruptibles, comme modèle, et on leur donne un prix. Par exemple, c'est même ça la promotion des valeurs. Et exactement. Et ça permet aux gens de se dire, même si je n'ai pas reçu un cadeau matériel, mais au moins j'ai la reconnaissance de mon pays, que je suis parmi les meilleurs. Oui. Et ça pousse les gens à s'améliorer. Oui, c'est une fierté. Oui. Deuxième chose, je pense qu'il faut la réforme légale. La réforme qui met au centre la transparence de la justice. La transparence de la justice, l'éthique de la justice. Et ça ne peut pas venir sans la sanction. Mais il ne faut pas que la sanction soit aussi arbitraire, comme on l'avait fait par Laurent Désiré Kabila, franchement, c'était qui comme avait ça arbitraire. sanctionné Ouais. plusieurs magistrats sans leur donner la possibilité de se défendre et de présenter leurs moyens de défense. défendre. Ça a été la même chose avec le président Joseph Kabila, mais nous voulons que maintenant, s'il y a des magistrats, des juges corrompus qui sont connus, on ouvre une procédure régulière jusqu'à ce qu'on arrive à les sanctionner régulièrement. Et ça permet à... Et comme je l'ai dit toujours, je sais que c'est important que les juges et les magistrats aient les meilleures conditions socio-professionnelles. Mais comment ça arrivera? Parce qu'ils n'ont qu'un budget de 2 millions, il paraîtrait, quand on sait que le Sénat, par exemple, coûte à la République plus de 100 millions, et l'Assemblée nationale plus, CNDH, CNSA, c'est des organisations, entre guillemets, la CENI même, qui coûtent beaucoup plus à l'État que l'appareil fondamental de l'État lui-même, qui est le pouvoir judiciaire. Exactement. Il ne faut pas que le besoin de renforcer la justice soit seulement un discours. Oui. Il faut que ce besoin se reflète aussi dans les budgets de l'État par rapport aux moyens qu'on consacre. Mais moi, c'est que je dis, si un juge estime qu'il est mal payé, un magistrat estime qu'il est mal payé, il a le droit de démissionner, de quitter. Vous ne pouvez pas justifier. Si vous estimez que votre employeur ne vous donne pas les conditions socio-professionnelles que vous désirez, vous avez le droit de quitter. Au lieu de trouver le raccourci. Au lieu de trouver des raccourcis, au lieu de se faire corrompre. Ça ne justifie pas. Pour moi, la corruption, c'est un problème d'éducation. Les gens qui ont vécu dans un environnement où on condamnait la corruption, même s'ils atteignent des responsabilités au niveau le plus élevé, ces gens vont continuer à garder cette attitude de distance vis-à-vis de la corruption. Ici, vous avez des gens qui se font corrompre partout. Et c'est connu de tout le monde. Sans gêne, en tout cas. Oui, et comme vous l'avez dit, aujourd'hui, si nous commençons à enquêter sur... qu'on demande à ce que chaque juge, chaque magistrat déclare ses biens. Ah, mais ça sera scandaleux. Hein. Oui, c'est qui va se Ou même passer. qu'on justifie les biens qu'ils ont. Exactement. On dit, monsieur magistrat, on te trouve avec une maison de 7 niveaux. Dites-nous comment tu as construit la maison. Et tu n'as pas pris des crédits bancaires. Comment tu as fait? Mais ça sera scandaleux. Je pense que ces genres de choses doivent se faire pour permettre aux gens de réfléchir. Pour permettre aux gens de réfléchir. Moi-même, j'ai été magistrat, mais parce que les conditions ne me plaisaient pas, j'ai démissionné. Ah, vous avez été magistrat? Moi, j'ai été magistrat. Ok. Oui. J'ai exercé pendant 2 ans. Mais comme les conditions ne me plaisaient pas, j'ai démissionné. J'ai quitté. Oui, vous êtes venu au barreau. Je suis venu au barreau après. Oui. Et je dois te dire qu'à cette époque-là, certains responsables, chefs de juridiction dans le Katanga où j'ai travaillé, me demandaient de continuer à toucher mon argent, hein, mon salaire en tant que magistrat. Je leur avais dit que ce n'est pas une question qui m'intéresse. Si vous voulez prendre l'argent, prenez-le vous. Mais moi, je ne peux pas mettre, j'ai déjà démissionné et que je continue à mettre ma signature en touchant de l'argent qui ne m'appartient plus. Ça, c'est une question tout à fait personnelle. Voyez-vous?
quelqu'un d'autre se permettrait de Bien le sûr, faire. bien sûr. De le faire. Je connais des amis avocats qui Oui. continuent à toucher en tant que magistrat alors qu'ils ne le sont plus. Voilà. Donc, quelqu'un d'autre se permettrait de le faire, mais moi, je voyais mon avenir. Il ne faut pas qu'un jour qu'on sorte un document contre moi en me disant, monsieur, en telle année, tu avais démissionné de la magistrature, mais tu continuais à toucher de l'argent. Mais c'était quand même, à l'époque, c'était quand même beaucoup d'argent. Quand Laurent Désiré Kabila venait d'entrer, les magistrats touchaient un peu d'argent. Donc, je pouvais bien accepter de me partager cet argent avec les chefs de ma juridiction. Je prends une partie, lui prend une partie, mais j'avais dit non, si vous voulez le prendre, prenez-le. C'est pour vous. Mais moi, je ne suis pas engagé. C'est pour ça que je dis que la question de corruption, c'est d'abord une question d'éducation. Alors, toujours dans le cadre de la justice, est-ce que vous pensez qu'il faut supprimer la Cour constitutionnelle et le Conseil d'État, la Cour de cassation, revenir un peu comme on était à l'époque de la Cour suprême? Comme ça éviterait à l'Assemblée nationale d'envoyer des non-magistrats, ça éviterait au président de la République d'envoyer ses 3 juges, ça nous éviterait toutes ces choses et on restera dans la Cour constitutionnelle restera une chambre au niveau de la Cour suprême, le Conseil d'État qui, pour moi, je me dis, mais comment vous avez un Conseil d'État, mais vous n'avez pas des juridictions administratives qui suivent en bas? Alors, à un moment donné, je me dis, mais comment vous expliquez ces choses? Vous pensez comme ça qu'on peut revenir à la Cour suprême, renforcer l'appareil judiciaire et aller de l'avant au lieu d'avoir cette belle architecture, mais qui ne produit absolument rien? Personnellement, je pense qu'il faut garder ce qui existe aujourd'hui. Ok. Le problème, c'est au niveau de la responsabilité de ceux qui doivent désigner les gens qui doivent aller dans toutes ces Mais pourquoi ils doivent désigner? Non, mais c'est... La liberté de la justice, l'indépendance même de la justice. Oui, mais... À chaque fois que c'est un autre pouvoir qui nomme, ça crée un problème. Même aux États-Unis, il y a la Cour suprême, mais là aussi, il y a des débats qui se font parce que c'est le président de la République qui nomme le président de la Cour suprême. Mais après, une fois être nommé, ce dernier prête serment d'ingratitude vis-à-vis de celui qui l'a nommé. Oui, mais est-ce que nous avons atteint ce niveau-là? C'est pour ça que je dis que c'est une question d'esprit. Nous avons un problème dans ce pays, c'est que nous n'aimons pas notre pays. Voyez-vous, nous n'aimons pas notre pays. Nous désignons les gens à des responsabilités pour qu'ils nous servent au lieu de servir la République. Ça, c'est le premier niveau, au niveau de la personne qui doit désigner. Qui désigne-t-on? Et dans la plupart des cas, on désigne des personnes qui nous seront redevables, qui ignorent même la loi au profit des individus. Voyez-vous? Ça, c'est au niveau des personnes qui désignent. Mais au niveau maintenant des personnes qui sont désignées, moi, je prends toujours l'exemple du Premier ministre. Quand vous regardez dans la Constitution, il a des pouvoirs qui lui sont personnels. Oui, propres. Qui lui sont propres. Mais ils sont incapables de les exercer. Parce qu'à chaque fois, ils sont appelés de se référer à quelqu'un. Mais tant que les décisions qui vous sont personnelles sont prises dans l'intérêt de la nation, je ne pense pas qu'il y ait un seul instant quelqu'un qui puisse vous contredire. Donc, à ce niveau-là, il faut que nous apprenions à aimer notre pays. J'ai besoin de Christian, pas parce que c'est un ami à moi. J'ai besoin de lui parce qu'il a quelque chose à apporter à la République. Et là, je pense que ceux qui ont une mémoire fraîche se rappelleront du président Mobutu, qui avait toujours cette capacité de chercher la matière grise partout. Que vous soyez du Nord, si vous vous montrez intelligent et capable, vous devez venir vers lui. Et il a pris beaucoup de gens comme ça. Il y a eu même des gens qui ont été appelés après une émission. Et il a été responsabilisé. Seulement, le président Mobutu les faisait pour qu'on lui serve. Mais si nous faisons la même chose, mais pour la République, je pense que ce pays peut devenir un pays très grand. Donc, on peut garder la structure actuelle, mais donner des moyens. Renforcer la responsabilité. Renforcer la responsabilité et ceux qui désignent des personnes compétentes. Très bien. Alors, on passe à autre chose maintenant. On va quitter le sujet de la justice avec ce thème. C'est que Matata Mponyo, finalement, fait l'objet de poursuites. Il y a le bureau du Sénat qui a levé les immunités et même a autorisé le poursuite de M. Matata. Mais ce n'est pas dans l'affaire Boukangalonzo cette fois-ci.
Ce n'est pas dans l'affaire Bukangalondo, c'est plutôt dans l'affaire d'indemnisation des commerçants étrangers victimes de la aéronisation. Alors, on parle de beaucoup de choses. On parle de 110 millions de dollars qui auraient été décaissés, mais qui n'ont pas servi finalement à cette cause. Qu'est-ce que vous en dites? Ce que j'en dis, c'est que d'abord, c'est une bonne chose que le bureau du Sénat ait pris cette décision. J'ai entendu les gens dire que c'est une décision illégale. Oui. Non, c'est une décision qui est conforme à notre Constitution quand on regarde les pouvoirs du bureau pendant les vacances parlementaires. C'est une décision normale. Mais il y a plusieurs reproches qui sont faits à M. Matata par rapport à ces dossiers-là d'indemnisation. Il a sa version de fait et je suis content qu'on lui ait donné maintenant la possibilité de pouvoir donner officiellement cette version. Et que on ne puisse pas, que la justice ne considère pas sa qualité de politicien, mais qu'on regarde au fait, est-ce que les faits sont établis à sa charge ou pas? Mais il a dit que, par exemple, il y a l'intersyndicale DGDP qui dit que la procédure elle est illégale et que le procureur était induit en erreur, tout simplement parce que les victimes de la aéronisation étaient déjà indemnisées devant les ambassadeurs. Et donc, ce n'est plus une question à poser à Matata Mponyo. Et Matata lui aussi dit qu'il a été tout simplement préjudicié parce qu'il avait demandé les reports, on ne l'a pas autorisé. Il a demandé au ministère des Finances et à d'autres ministères de lui donner des pièces pouvant lui permettre de monter sa défense. Et il n'a pas eu gain de cause. D'abord, la direction qui se charge de la dette publique, ce n'est pas son travail. Son travail, c'est de fournir des documents qui permettent d'établir ce qu'ils sont en train de dire. Ce n'est pas le fait d'avoir payé cette dette devant les ambassadeurs qui va disculper M. Matata Mponyo. Non, nous souhaitons que cette direction agisse en toute responsabilité. En toute responsabilité, c'est de ne pas de faire, c'est pas de faire des déclarations publiques dans les médias, c'est d'aller devant le même procureur général, lui produire les documents qui établissent que M. Matata Mponyo n'est pas responsable de ça. Mais non, en ce qui concerne les différentes institutions qui ont refusé à M. Matata les documents dont il a besoin pour ça. Ça, c'est la version de Matata Mponyo. Oui, pour sa défense. Je pense aussi que c'est une mauvaise chose. On doit mettre fin dans ce pays à cette conception de penser qu'un service public appartient à celui qui le dirige. Non. D'abord, ces documents sont des documents publics. Et lui, il en a besoin dans le cadre de sa défense s'il y a des conditions qu'il doit remplir. Parce que souvent, pour obtenir ce genre de documents, il y a des conditions. Exact. Et l'administration n'est pas politisée. L'administration n'est pas de l'Union sacrée, n'est pas du FCC. L'administration est au service de tous les citoyens. Est-ce qu'il ne serait pas plus sage d'attendre d'abord d'écouter le ministre des Finances et les autres? Parce que là, c'est la version de Matata Mponyo. Mais aussi une grande question. Pourquoi Matata se presse de la question? Parce que finalement, ça finira par arriver. Donc même devant le juge, même devant le magistrat, quand il demandera ça, il y aura un réquisitoire. On va demander ces informations-là. Mais je pense que si la chose est telle que M. Matata l'a expliqué, alors là, on lui a quand même privé des documents importants pour sa défense devant les bureaux. Devant le bureau. Peut-être ça aurait changé beaucoup de choses. Ça pouvait changer beaucoup de choses s'il était en possession de ça. Ces documents, Je répète encore que les bureaux de l'État n'appartiennent pas à ceux qui y travaillent. Ce sont des bureaux qui doivent être ouverts à tout le monde. Si les documents qu'un citoyen, je ne parle pas seulement de Matata, mais qu'un citoyen demande, qu'il soit, je ne sais pas, de l'UDPS, de la majorité ou de n'importe quel parti, il faut les considérer d'abord comme citoyens et lui donner les conditions qu'il doit remplir pour pouvoir accéder à cela. Mais je peux dire tout simplement que M. Matata doit se tranquilliser parce que devant les procureurs, le procureur a le pouvoir de demander au ministre, des Finances ainsi que les tous les documents dont il a besoin. De produire tous les documents dont il a besoin
Et ces documents doivent être accessibles à M. Matata pour lui donner le temps de les lire et de venir se défendre. Il faut que la justice soit considérée comme un service public. Et la justice doit répondre à toutes ces conditions. Je ne vois pas un seul instant, et c'est pour ça que les magistrats se font même discréditer, c'est parce que souvent ils obéissent aux ordres des hommes politiques. Et celui qui vous a corrompu ne pourra jamais vous respecter. Et celui qui vous a donné un ordre illégal auquel vous n'avez pas résisté pour seulement protéger votre travail, ne vous respectera non plus. Moi, je préfère encore que je refuse un ordre illégal, en le disant tout poliment, qu'on me vire de mon travail, mais au moins la personne qui se sera confrontée à moi comprendra que dans ce pays, il y a des gens qu'on ne peut pas corrompre. Alors, il faut que ça commence quelque part. Alors, après Matata, c'est une affaire de Caméré finalement. Est-ce que vous avez l'impression que c'est politique? D'abord, je dois vous dire franchement, mon frère Christian, que vous avez constaté vous-même que je n'ai pas voulu intervenir sur cette question depuis bien longtemps. Je n'ai pas voulu intervenir sur cette question parce que chaque fois que je prends position par rapport à M. Vital Caméré, directement, c'est la question des tribus qui arrive. Non, comment? Parce qu'on dit que vous êtes... Oui, voilà, les gens de l'Ouest, ils sont contre les gens de l'Est. Moi, je ne m'inscris pas dans cette perspective. C'est pour ça que vous avez vu, et les procès et tout ce qui s'en est suivi, j'ai pris tout simplement ma distance pour éviter que mes prises de position, même si elles sont justifiées scientifiquement, qu'elles ne soient interprétées comme étant prises en faveur de M. Félix Tshisekedi contre M. Caméré. Tout ce que moi je dois dire par rapport à cette question, c'est que les uns et les autres doivent se mettre en tête qu'ils travaillent pour la République. Pour la République. Et quand on a ça en tête, on ne peut pas prendre l'argent de l'État. Quand on a ça en tête, on ne peut pas mettre sur quelqu'un d'autre des faits qui ne sont pas vrais, tout simplement parce que on veut l'écarter ou on veut lui faire du mal. Pour les restes des questions, je ne veux pas, parce que le tribalisme est en train de prendre des tournures malheureuses dans notre pays, et les gens croient que tous les Congolais réfléchissent de la même façon, c'est-à-dire quand vous avez quelqu'un qui vous est proche au pouvoir, vous ne pouvez pas être opposé à lui, vous devez chanter pour lui jour et nuit, quand vous avez un ami dans tel secteur, il faut l'appuyer. Moi, j'ai toujours une autre façon de réfléchir. Celui qui est mon ami, c'est celui qui respecte les lois de la République. Celui qui est mon ami, c'est celui qui m'aide à faire mon travail conformément aux règles convenues. Et en ce moment-là, on peut faire avancer le pays. Vous voyez? Et cette affaire de M. Vital Caméré a énormément divisé les Congolais. Énormément. On ne le ressent pas aujourd'hui, mais je crois que d'ici 2023, on va le ressentir. Et beaucoup de démons de tribalisme, de division, vont encore surgir. Je crois que c'est une question que nous devons totalement dépasser, parce que quand vous regardez toutes les tribus de la République démocratique du Congo, Dieu a fait en sorte que chacune d'elles soit liée aux autres pour pouvoir survivre, pour pouvoir tenir. Et donc, l'État doit pouvoir, et ça je ne le vois pas encore, on condamne le tribalisme, on parle du tribalisme, mais je ne vois pas encore l'État prendre des mesures qui puissent faire en sorte que nous puissions tourner les dos vers ces démons qui nous ont accompagnés depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que le président, lors de son interview, il a loué les qualités des Caméré, il a dit que Caméré était quelqu'un de très honnête, quelqu'un de très sincère, et quelqu'un qui avait un rôle à jouer, un rôle très important à jouer dans ce pays. Alors, on prend cet argumentaire-là, on l'oppose à l'argumentaire de la justice. Est-ce que le chef de l'État ne serait-il pas en train de jeter de l'opprobre à cette même justice qui est censée ne pas embêter les hommes honnêtes, ne pas embêter les hommes sérieux? Est-ce que ceux qui nous suivent à l'étranger peuvent se dire, ah, donc au Congo se trouvent en prison des hommes honnêtes, des hommes sérieux, dont le président lui-même reconnaît la capacité? Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec la vision du président de la République? Personnellement, je peux vous dire que c'est une question qui m'a beaucoup inquiété.
c'est vrai que le président a la liberté de la parole, mais sur certaines questions, le président de la République a le devoir des réserves. Des réserves parce que là, il met en cause un autre pouvoir. Un autre pouvoir. Tout ce que lui pouvait dire pour moi, c'est de dire, laisser les dossiers continuer son cours normal. Et quand toutes ces condamnations vont être définitives, il pourrait jouer son rôle. Son rôle d'accorder la grâce à qui il veut. Mais tant que cette phase-là, qui lui permet, lui, en tant que président de la République, de pouvoir, n'est-ce pas, agir, n'est pas encore là, il a les devoirs des réserves. Mais maintenant, si le président de la République estime que M. Caméré est un homme honnête, est un homme sérieux, il aurait pu sanctionner les juges qui l'ont condamné. Par exemple, ils ont condamné un homme sérieux et un homme juste. Oui, en ce moment-là, nous allons nous dire, au moins, les deux actions sont cohérentes. Mais par contre, nous avons vu que certains juges qui étaient dans ces dossiers-là ont été promus. Même l'avocat. Mais c'est ce que je dis, certains juges, certains avocats ont été promus. Donc, quelque part, je me dis que ce sont des questions très sensibles, très délicates, sur lesquelles le président doit pouvoir aborder avec beaucoup de tact, avec beaucoup de devoirs, de réserves, mais peut-être que c'est un clin d'œil que le président de la République fait pour 2023, qui le sait. Est-ce que vous pensez que l'interview du président était une réussite, selon vous, cette sortie? Comment vous l'évaluez? Si je dois l'évaluer, d'abord, comme je l'avais déjà dit dans une de mes pages d'opinion libre, le président a été clair sur beaucoup de sujets et avec des meilleures perspectives pour lui-même, mais aussi pour le pays. Mais dans cette interview, si vous prenez certaines séquences, certaines questions, vous vous dites que là, le président de la République aurait pu donner une autre réponse. Une autre réponse. Je prends la question du vaccin. Je pense personnellement que la sortie du président de la République par rapport à ça n'a pas été vraiment à la hauteur de ce qu'on attendait. Ça veut dire en d'autres termes que le président de la République, qui est en fait au courant de beaucoup d'informations sur ces vaccins, ne pouvait pas laisser son gouvernement continuer à appeler les citoyens à aller se faire vacciner avec un vaccin dont lui-même n'était pas très sûr. Mais lui, il peut ne pas être sûr, mais c'est pas ces assurances qui fondent la véracité d'un vaccin. Il est comme Macron qui dit, ben, je suis pas très sûr avec AstraZeneca, si je sais pas si c'est AstraZeneca ou, parce que tout le monde est en train d'essayer. On est dans une situation où on essaye tout. Alors, est-ce que si le chef de l'État commence à nous imposer son point de vue à lui, est-ce que vous ne trouvez pas que ce sera un danger finalement? Non, en fait, le point de vue du président, c'est un point de vue éclairé. Ok. Le président n'est pas spécialiste de tout. Oui, par et exemple. le croire, c'est vraiment se perdre, Oui. perdre la route. Exact. Donc, quand vous organisez une interview, il y a toujours des questions dont vous êtes sûr Ok. que ici, ça ne va pas rater. Et surtout quand votre équipe de presse est en alerte, vous savez que quand même le président va dire aux gens de son équipe de presse, je vais donner une interview, et ils doivent attirer l'attention du président sur des questions qui ne peuvent pas rater. Oui, des Par questions. exemple, la question de la justice ne pouvait pas rater, la question de l'état des sièges ne pouvait pas rater, la question du vaccin ne pouvait pas rater. En ce moment-là, ce que le président de la République fait, c'est d'approcher les experts Sur la question. sur la question pour dire, dites-moi, qu'est-ce qu'on fait, quelle est la valeur, quelle est la qualité de ces vaccins. En ce moment-là, vous avez le point de vue des experts. Et en fonction de ce point de vue-là, vous pouvez dire, soit j'autorise que ces vaccins soient administrés à la population, ou je ne les fais pas. Voyez-vous? Mais là, le président de la République a eu une position contradictoire. Parce que j'ai entendu des commentaires qui disaient qu'en tant qu'individu, il peut ou ne pas se faire vacciner.
Mais quand on incarne une fonction, Une institution. quand on incarne une institution, là, on ne parlait pas à M. Félix Tshisekedi. Par le président de C'est la le président de le la chef de l'État. République, le chef de l'État qui nous parlait. Donc, il fallait quand même tenir compte de ça. Nous pouvons dire tout simplement que le président de la République a autorisé que les Congolais soient en contact avec un vaccin qui n'était pas bon. Et ça aussi, ça a un impact négatif sur, n'est-ce pas, la campagne de vaccination. Ces propos du président de la République auront certainement un impact négatif, même s'il se faisait vacciner, même si d'autres vaccins venaient, la réticence déjà de la population va être accentuée. Les gens diront, peut-être qu'on lui a mis seulement la seringue sur la peau et on ne l'a pas vacciné. Tous les commentaires. Donc, je pense personnellement que l'équipe de presse du président de la République devrait préparer avec lui. Quand vous prenez, par exemple, Le dossier du salaire. la question du salaire, est-ce que vous vous rendez compte que le président de la République ne connaisse pas son salaire? Ça veut dire, en d'autres termes, qu'il ne signe même pas les documents irrélatifs. C'est ce que ça veut dire. Sur le salaire, en tout cas, il dit que ce n'est pas exorbitant. Oui, mais ce n'est pas exorbitant, mais nous avons entendu d'autres versions qui disent que c'était 162 000 $ par mois, quelque chose. Et puis là, j'apprends encore, c'est 130 000 $ l'an, ce qui fait qu'il aurait, entre guillemets, 13 000 $ à l'année, disons le mois, mais franchement, je me dis... C'est pour ça que j'estime personnellement que nous sommes quand même dans un pays, je dirais, un pays compliqué. Il n'y a personne qui veut dire exactement son salaire. Donc, le président de la République ne veut pas dire au peuple Combien ils gagnent? combien il gagne. Les maris ne disent pas à leurs femmes combien ils gagnent. Voilà. Et personne ne dit à qui combien ils gagnent. Mais ce qui est grave, c'est que vous aviez suivi à l'époque Mme Mabou. Ouais, qui ne connaissait pas combien les députés gagnaient. Non, Enfin, et elle n'a pas voulu le Non, dire. qui n'a pas voulu dire. Et ça, c'est... Et entre-temps, vous demandez aux gens d'être transparents, Oui. vous demandez aux institutions d'être transparentes, vous demandez de lutter contre la corruption, mais c'est incompatible. Alors, Maître Jean-Claude, qui nous a dit que les salaires étaient secrets? Qui a dit ça aux Congolais? Parce que j'ai compris que c'est une mentalité de tout le monde. Même si, figurez-vous que même moi, qui paye les agents à Congobeuse, tu appelles quelqu'un, tu poses la question, salaire revenu combien? Ben, d'abord, avant de te dire, il sourit un peu. Pour dire que je ne peux pas te dire, mais finalement, c'est... Non, mais il faut comprendre. Je pense qu'il y a les domaines publics et les domaines Oui, privés. je comprends. Ceux qui sont fonctionnaires, Oui. comme le président de la République, comme Les ministres, les députés. leurs salaires doivent être connus. En principe. Oui, parce que nous devons voir est-ce que nos autorités sont bien payées pour nous fournir du bon travail. Parce que le problème, ce n'est pas seulement des criers qui sont beaucoup payés, mais ils peuvent être beaucoup payés, mais ils font un travail impeccable pour la nation. Oui, oui. Le rendement, en fait. Oui. Le traitement doit suivre, le rendement doit suivre le traitement. Exactement. Ce qu'on ne veut pas, c'est que les gens soient mieux payés. Pour ne rien et faire. entre-temps, ils ne foutent rien. Maintenant, dans les domaines privés, si je suis marié, mon salaire ne peut être connu que de ma femme et de mes enfants. Mais pas quand vous êtes PDG, parce qu'aux Oui. États-Unis, en France, les PDG, les salaires sont connus. Non, mais On là, exige même que les salaires soient connus. c'est dans le cadre de la transparence. Oui. Parce que ces gens touchent quand même des salaires qui dépassent tout entendement. Mais ce n'est pas seulement le problème de salaire. C'est qu'en dehors des salaires, ils ont d'autres avantages Oui. énormes. Donc, on doit pouvoir faire la différence. Mais là aussi, c'est important parce que il faut payer des impôts. Il faut payer des impôts. Oui. Et il faut éviter que ces gens-là ne versent dans la magouille. Mais je pense quand même qu'il y a un effort qui doit être fait dans notre pays pour que nous connaissions quand même et surtout sous Félix Tshisekedi, on doit pouvoir le savoir. Si j'étais le président de la République, la question est difficile, mais je dirais tout simplement que je touche autant. C'est tout. Je touche autant et que j'estime que, soit je n'ai pas à dire si c'est beaucoup ou si c'est peu, mais je pense que le président de la République, les ministres, les premiers ministres, compte tenu des avantages, d'autres avantages qu'ils ont, doivent toucher ce qui leur permet de vivre dans une vie, pas de luxe, mais une vie décente. Vous estimez
Selon vous, la liste civile du président a combien? Si c'était à vous de donner les salaires, le chef de l'État gagnerait combien dans un pays comme le nôtre? Si le chef de l'État gagne 30 000 $ mensuellement, pour moi, c'est beaucoup. Parce qu'en dehors de son salaire, il a d'autres avantages. Donc, si c'était vous, vous allez donner 30 000 $. Oui. Et le ministre? Les ministres, s'il a 10 000 $ par mois, c'est beaucoup. Et les députés nationaux? Les députés, moi, je commencerai par... bon, ce n'est pas la responsabilité du chef de l'État, mais ce que je ferai, c'est de mobiliser le peuple pour qu'on êt une constitution qui permet que, pour un pays comme le nôtre, qu'on arrive, par exemple, à 300 députés. Par exemple, 300 vous êtes avec moi, 300 députés. On va trouver des mécanismes pour arriver à une partition qui permet à ce qu'on ait 300 députés. Parce que quand vous regardez, nous parlions tout à l'heure du rendement, quand vous regardez les députés qui sont actifs, que ce soit dans des commissions, que ce soit dans la... C'est moins de 300 pour le public. C'est toujours les mêmes qui parlent. C'est toujours les mêmes qui tiennent. Les autres sont là, ils attendent qu'à la fin du mois. Je pense qu'on doit éviter de créer des institutions pour remercier les gens. Oui. Comme on a fait beaucoup d'ailleurs. Comme les CNSA. CNDH. CNDH. Même si je sais que moi, je me suis beaucoup battu pour que la CNDH soit mise en place. Oui, mais après... quand je regarde le travail que cette institution fait, je suis désolé. C'est désolant, tout simplement désolant. De ce qu'on espérait. Alors, on va prendre la question de la CENI très rapidement, parce que c'est là qu'on n'a plus beaucoup de temps. La CENI, la loi a été jugée conforme à la Constitution. Ça sera bientôt promulgué. Ça va vous faire très mal. D'abord, il faut dire que le fait qu'on ait confirmé que la loi est conforme à la Constitution n'enlève pas la question des réformes voulues. Oui. Parce que ces réformes, notamment sur la dépolitisation de la CENI, ne sont pas, comment je dirais, ne sont pas des conditions, en fait, des conditions de dépolitisation de la CENI. Donc, j'estime tout simplement que le président de la République va pouvoir promulguer une loi qui causera des problèmes. Et c'est dommage de constater que la question, quand les gens, je l'avais dit à notre précédente émission, quand les gens abordent la question de la CENI, n'abordent pas la question du pouvoir entre les organes de la CENI. Or, c'est là qu'il y a... C'est le problème à ce niveau, entre le pouvoir qu'on a donné à la plénière et le pouvoir qu'on a donné au bureau. Et là, les gens font fi. Franchement, je peux vous dire que j'ai suivi les professeurs Mbata, j'ai suivi d'autres personnes. Les gens ne focalisent leur attention que sur les chiffres. C'est combien qu'on a mis là-bas. Mais un organe ne vaut que le pouvoir qu'on lui donne. Oui. Et là, le jeu est clair. On a voulu donner beaucoup de pouvoir. On a donné beaucoup de pouvoir, comme dans le passé, on a donné beaucoup de pouvoir au bureau. Est-ce que vous allez suivre la voie de la Mouka, qui consiste à réveiller le peuple, à le mobiliser contre l'application de cette loi-là? Et Martin Fayulu et les autres ont été très bien clairs. Ils ont dit qu'ils vont réitérer l'action de 2015, janvier 2015. Et nous savons tous que cette journée c'est une journée triste, parce que les gens sont morts. Est-ce que vous allez souscrire à cette démarche-là? D'abord, la question pour moi, c'est de dire est-ce que la démarche est circonscrite et prévue par notre Constitution. Si c'est une marche pacifique qui répond aux conditions fixées par la Constitution et par les lois, moi je ne vois pas le problème. Mais si c'est une action d'insurrection contre les institutions, contre les citoyens, je pense que ça me posera de problèmes. Mais si la Mouka initie une action qui est conforme aux lois de la République, je ne vois pas pourquoi je n'y participerai pas, même si je ne partage pas toujours les mêmes points de vue avec la Mouka sur toutes les questions qui concernent notre pays. Je pense qu'il faut encourager la démocratie. Donc, il faut encourager la démocratie et il faut encourager la Mouka à mener des actions qui soient conformes à la Constitution. Parce que nous n'avons pas oublié que M. Mouzito avait déjà fait des appels à l'époque à l'insurrection. Il avait fait des appels pour que les investisseurs ne viennent pas.
je pense qu'un homme d'État, quelqu'un qui prévoit de prendre le pouvoir un jour, ne peut pas faire appel à des pareilles considérations. Alors, il nous reste 3 questions, mais cette question va peut-être vous embarrasser un peu, permettez-moi. Madame Bazaïba est allée inaugurer une affaire privée de Madame Olive Lembe qui, on va dire, a construit quelque chose de formidable dans des avions, où on trouve des boîtes de nuit, des restaurants, vous avez un parc assez somptueux, vous avez des espaces de jeux, mais alors terribles, un parc d'attractions vraiment un peu 10 fois mieux que Fikine, on va dire. Alors, la question, certaines personnes disent, mais c'est quand même inconcevable que le ministre de l'Environnement ne se préoccupe pas de questions de gaz, ne se préoccupe pas de questions de turbes qui se trouvent à l'étranger, disons à l'intérieur de la RDC, la question de nos parcs nationaux par exemple, la question des espaces protégés, la question des jardins botaniques, zoologiques et tout le reste, mais qu'elle va quand même se déplacer pour aller participer dans une activité personnelle. De l'autre côté, les gens disent, mais écoutez, pourquoi ça pour Kabila qui va s'enrichir encore alors qu'il était censé construire le pays, mais voici qu'il a développé des dons d'affaires, on se dit, mais il ferait bon affairiste que bon politicien. Votre point de vue sur la question? Bon, d'abord, je dois vous dire que la question ne m'embarrasse pas. Ok, d'accord. Tant mieux. Je considère personnellement que dans le cadre de la promotion de ces genres d'œuvres, je crois, l'environnement, tourisme, je pense que le ministre peut se déplacer pour encourager un opérateur qui s'investit. Pourquoi? C'est vrai que les gens voient que M. Kabila est son épouse, mais les gens ne se mettent pas en tête que toutes ces activités vont générer de l'emploi pour les Congolais. Plusieurs familles, plusieurs citoyens, plusieurs citoyennes seront engagés. Ce n'est pas Mme Olive Lembe et son mari qui vont travailler dans toutes ces sections-là. Ce sont les Congolais qui vont y travailler. Je pense qu'il faut avoir cette perspective. Et dans cette perspective-là, le ministre ou la ministre, dans le cas de Mme Eve Bazaïba, peut se déplacer pour... Donc ça ne gêne personne que Mme ait sa propre université, ça gêne personne que tous les hommes politiques, après leur mandat, qui construisent des hôpitaux personnels, ils vont engager les gens, ils vont vivre comme ça va engager les gens, on peut comprendre. J'ai dit tout simplement que si on veut créer une question sur l'origine de la richesse, l'origine de ce qui est en train de se faire, je pense qu'il faut séparer les choses. Parce que Mme Eve Bazaïba n'est pas allée là-bas pour appuyer l'origine d'où les fonds sont venus, mais c'est pour appuyer une activité qui va créer de l'emploi pour les Congolais, qui va renforcer le tourisme dans notre pays. Mais dans son service, elle a l'obligation de renforcer le tourisme national. Non, mais elle aurait pu commencer d'abord par là. C'est ce que je dis. Bon. Non, le problème, c'est que il faut considérer que c'est aussi dans son devoir de pouvoir promouvoir les autres Congolais ou les opérateurs économiques qui travaillent dans ce secteur. Moi, je pense qu'on a pris plus en compte la position de M. Kabila et de sa femme. Que les avantages qu'elle pouvait engendrer. Non, que l'œuvre en elle-même. Que l'œuvre en elle-même. Ça pouvait être un hôtel, un grand hôtel qu'on a construit ici par M. Katende ou M. Christian, mais personne n'en parlerait. On en parle peut-être parce que c'est Kabila qui aurait fait mieux pour le pays. Mais maintenant, il faut considérer aussi que tout ce qu'on demande à Mme Eve, je crois qu'ils ont 2 mois au pouvoir. Oui, 2 mois environ. Oui, 2 mois au pouvoir. Et donc, nous ne connaissons pas encore quel est son agenda par rapport à ça. Il faut qu'on lui donne, du temps. Très bien. Et je pense aussi qu'il faut encourager M. Kabila et son épouse du fait qu'ils investissent au Congo. Mais à eux, vous n'avez pas posé la question de l'origine de l'argent? Non, je vais y arriver. Ah, d'accord. Je vais y arriver, mais je veux qu'on prenne
toutes ces considérations ensemble. C'est mieux d'avoir une vision holistique de la chose. Oui, holistique, au lieu d'être vraiment cloîtré dans une position. Cette œuvre pouvait être faite en Tanzanie, pouvait être faite en Angola. Là, on allait encore attaquer. Non, mais pourquoi il fait ça en Angola? Il aurait pu faire ça ici. Au lieu de faire ça ici, il l'a fait là-bas et on doit prendre cette considération. En plus, il faut considérer aussi que non seulement que cette œuvre ne va pas être gérée comme à l'époque où M. Kabila était au pouvoir, ils vont payer des taxes, ils vont payer des impôts. Donc, il y aura de rentrées d'argent pour le pays, mais aussi pour, n'est-ce pas, les citoyens. Les touristes qui viendront de l'extérieur pour aller voir tout ce qui est fait là-bas vont payer leurs billets, vont payer les hôtels. Est-ce qu'on s'imagine les bénéfices qui vont arriver? Maintenant, la dernière question, c'est de se dire, tout cet argent vient d'où? Si c'est une œuvre qui est, dont la patronne est Madame Olive Lembe, on doit se demander où est-ce qu'elle a eu l'argent. Pendant les 18 ans, quel est le travail que Madame Olive Lembe... Mais c'est son mari quand même, elle a une fondation. A fait... Non, la fondation, c'est pas pour... s'enrichir. La fondation... on doit aussi savoir qui fait les dons à la fondation. Ça, c'est important. La nature de don. Oui. Qui fait les dons là-bas. Il ne faut pas que ce soit une blanchisserie où on prend l'argent de l'État, on vient investir là-bas. Nous tous, nous savons que le président Kabila a une richesse qui dépasse les responsabilités qu'il avait. Maintenant, la question que nous devons nous poser, et c'est fondamental, qu'est-ce qu'on fait? On lui fait la guerre pour ça, ou on lui dit, on l'encourage à investir cet argent en République démocratique. Quelle est la réponse? La réponse, nous devons la trouver ensemble. Alors, on va terminer. Est-ce que vous avez appris que Mme Annie Chebea, qui est la veuve de M. Chebea, lâchement abattue dans ce pays, est de retour et qu'elle attend un prix de maman Kassalou Tshisekedi, veuve d'Étienne Tshisekedi, pour primer son combat? Vous avez appris ça? Oui, je l'ai appris, j'ai été invité à la manifestation. Ah, ok. Et je pense que c'est une bonne chose. Ben, c'est une bonne chose parce que ce genre de choses ont énormément manqué dans ce pays. Même les médailles les médailles civiques ou quoi là-bas, des mérites civiques. On sait qu'on les achetait, non? Ici. Mais il faut qu'à un moment donné, je pense que c'est ce que le président de la République devra faire dans la fonction publique, dans les journalismes, dans les droits de l'homme, dans tel domaine. Les gens qui se sont distingués, on doit les primer. Parce que cela montre aux jeunes qui viennent qu'ils peuvent travailler comme les autres et aller de l'avant. Est-ce que c'est la maman du président qui devait donner ces prix? Parce que là, les gens... Non, le prix a été institué. Je pense que le promoteur de ces prix, c'est la Lisadel. Ah, d'accord. Lisadel. Okay. Lisadel. Et Lisadel est vraiment la promotrice de ce prix. Mais on a donné à ce prix les noms de la veuve de M. Etienne Tshisekedi. Pourquoi? Pour honorer le combat d'Etienne Tshisekedi, par exemple? Je pense aussi que là, c'est une bonne chose. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer, M. Christian, nous avec nos petites vies, les petites organisations que nous dirigeons, à l'époque où on était traqués dans ce pays, comment la vie était difficile. Pour vos femmes. Tu ne pouvais pas manger partout, tu ne pouvais pas conduire ton véhicule tranquillement, tu ne pouvais pas fréquenter n'importe qui. Et M. Tshisekedi, Etienne Tshisekedi, a fait ça des années. 32 ans. Oui. Plus même. Des années et des années. Et pour tenir dans cet environnement, c'est lui qu'on voyait. Mais à côté de lui, il a fallu avoir... Et je dois vous dire, mon cher Christian, que il y a trop peu de gens qui ont eu la chance d'avoir des femmes qui les encouragent. Dans la lutte. Dans la lutte, dans les risques. La plupart des femmes, quand vous vous engagez trop loin, elles vous disent, soit je pars, soit ceux qui ont l'argent font tout pour vous séparer, et la femme va être récupérée par d'autres personnes. Mais ici, vous avez une femme qui a tenu dans cet environnement-là. Et chaque fois que M. Etienne Tshisekedi était relégué, elle était avec elle. Cette femme allait. Cette femme n'a pas trahi, n'a pas voulu quitter cet homme pour aller vers ceux qui
plus de moyens. Plus de moyens, et plus de positions. Et puis elle était jeune. Politique. Elle était jeune, elle avait toutes les raisons de fuir. Mais à un moment donné, on doit le reconnaître. Et moi, je pense que c'est une bonne chose. Et il faut ici le dire, que ça, nous le voyons à l'échelle nationale. Mais dans la plupart des foyers, les femmes font un travail impressionnant, pour lesquels non seulement la nation devait être reconnaissante, mais leurs maris et leurs enfants devraient être reconnaissants, parce que il y a des fois des enfants qui ont totalement abandonné leur maman, qui leur ont donné en fait tous les meilleurs de leur vie pour qu'ils deviennent ce qu'ils sont. Et moi, j'estime que c'est inacceptable, et je pense que ce prix, même s'il a été mis en place à l'initiative de la Lisadel, je pense qu'il doit pouvoir être récupéré par l'État et institutionnalisé pour pouvoir, n'est-ce pas, reconnaître non seulement le travail qui est bien fait par les femmes, mais aussi à l'échelle nationale. Ce que vous dites est vrai, on va terminer. Les femmes, elles jouent un rôle important. Par exemple, la maman du président, tenir pendant plus de 32 ans, n'est pas faire défection, n'est pas fuir, accompagner son mari, parfois mettre en danger ses enfants. Je ne vois pas, à chaque fois qu'on disait que ton mari est arrêté ou ton mari est traqué, je n'imagine pas les stress qu'elle avait, mais elle a enduré. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'elle est l'image des femmes non seulement fidèles, mais qui peuvent aider les hommes dans la lutte, dans leur lutte politique? Et je pense que c'est pour ça qu'on a institué ce prix à son nom. Vous savez, souvent, nous ignorons le travail des autres à cause de la jalousie. C'est un peu comme Winnie Mandela, on va se lever. À cause de la jalousie, à cause de la haine, à cause du tribalisme. Mais à un moment donné, des gens qui font le travail impeccable comme vous, comme je le disais au début, les gens ne peuvent pas s'imaginer que vous avez des milliers de personnes qui vous suivent et des milliers de personnes qui croient en vous. Et ce travail ne doit pas passer inaperçu. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des grands sacrifices dans ce pays ici, qu'on a tout simplement ignoré. Ou qu'on veut ignorer. Et qui vivent dans une pauvreté dont vous n'avez pas les noms et qui ne peuvent même pas vous encourager à travailler pour la nation. Et ça décourage même. Quand tu dis je veux faire ça, on te dit mais tu as vu ce qui lui est arrivé, c'est compliqué. Exactement. On termine avec la question de prix. Le gouvernement avait annoncé l'intention de baisser les prix et des billets et des denrées alimentaires, mais jusque-là, ben, ça vient pas toujours. Oui, mais j'estime personnellement que c'est un combat loyal. C'est un combat loyal quand vous avez eu un pays où les gens se sont enrichis de manière malhonnête, ont tissé des réseaux pour continuer à piller le peuple, et qu'à un moment, vous faites un pas pour dire il faut que ça s'arrête. Ce genre de réaction doit venir. Mais je pense personnellement qu'il est important de trouver le juste milieu, de répondre aux préoccupations des opérateurs économiques et surtout faire le travail qu'ils ont fait, d'aller là où les gens importent pour connaître quel est le prix des marchandises qui viennent au Congo, quels sont les frais qu'on paye pour, à titre, quel est le prix des reviens et quelle est la marge. Il faut le faire. Et vous savez, si la Tanzanie, par exemple, a gagné beaucoup d'argent dans les mines, c'est parce que le président Magufuli avait fait quelque chose qu'aucun n'avait fait avant lui, surtout dans les domaines des amortissements des engins miniers. Ce qu'il a fait, vous amenez vos factures à titre d'amortissement, il donne à des experts qui vont dans le pays pour voir si les factures sont vraies. Et on s'est rendu compte que beaucoup de mafias étaient là-dedans. Et vous voyez, et ça a permis la réduction, que les investisseurs payent beaucoup. Et on a fait aujourd'hui de la Tanzanie ce qu'elle est aujourd'hui. Je pense qu'il faut qu'il y ait ces dialogues, et c'est une bonne chose, et qu'à la fin, que les opérateurs économiques se mettent en tête, qu'ils sont là pour, n'est-ce pas, s'enrichir, mais pas en détruisant le peuple, pas en pillant le peuple. Il faut que les prix soient raisonnables pour que l'accès à ces services et à ces biens qui sont importants soit garanti à tous les Congolais. Il ne faut pas, M. Christian, que manger 1 kilo de viande de bœuf soit un luxe.
Non. Ça devait être normal en Ça principe. devait être quelque chose de normal. Et puis avec la terre que nous avons... Et les mamans, même des gens qui habitent Ndjili, qui habitent dans les communes périphériques, pouvaient avoir le luxe d'accéder à ces choses. Et c'est le devoir de l'État. Et ici, j'encourage, je félicite le gouvernement pour avoir pris cette question à bras le corps. Très bien. Merci beaucoup, Maître Katende, d'avoir répondu à toutes nos merci. questions. La porte est ouverte, on vous répondra encore très prochainement. Toujours disposé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ça en est fini pour aujourd'hui. Merci vraiment à toute l'équipe qui m'a aidé à faire cette émission. Yannick Lemangue-Bakoto, Némi, Jacob, Gaël, Badjo. Merci d'avoir été nombreux, merci de nous avoir accompagnés. On se retrouve très prochainement. Portez-vous bien, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Vous êtes particulier, vous êtes patron d'une PME, PMI, voire d'une plus grosse société ou même alors d'un groupe international. Vous avez des colis à expédier en Afrique. Colis Booking, qui travaille en partenariat avec la Poste, est là pour répondre à vos besoins. Et l'option de commande, c'est généralisé. Vous pouvez payer par virement bancaire ou vous pouvez payer par PayPal. Colis Booking s'occupe de venir récupérer ces colis à votre domicile ou dans votre société ou votre structure et se charge de l'expédition et de la livraison auprès de vos destinataires. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons les transports des conteneurs, les engins des chantiers, les tracteurs, les véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans le domaine immobilier, Global Service vous facilite le processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Aux USA, à Kinshasa, en Afrique du Sud et même en Chine. Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Amenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narsix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narsix Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Loye molonde ne ya lisa.